Je mets la bouilloire sur le feu et jette un coup d'œil à l'horloge. 15h30. Encore une demi-heure de silence avant que Fabienne ne ramène les enfants de l'école. Je sors du placard ma tasse préférée au motif délavé. Un cadeau de mon défunt mari, Albert, pour notre 20e anniversaire de mariage. 18 ans se sont écoulés depuis sa mort. Une crise cardiaque en plein centre des impôts où nous travaillions tous les deux. J'avais 44 ans à l'époque et j'ai décidé de ne jamais me remarier. Et c'est ce qui s'est passé. La bouilloire siffle. Je me prépare un thé noir bien fort et m'assieds à la table de la cuisine où une pile d'enveloppes bien rangées m'attend déjà. Factures de services publics, relevés de comptes, quelques prospectus publicitaires. J'ouvre méthodiquement les enveloppes et les trie par ordre d'importance. Électricité 120 €. Gaz 83 €. Internet et câbles 150 € par mois. Même si je ne regarde que les informations et parfois de vieux films. Le reste, c'est pour Fabienne et les enfants. Le relevé de compte bancaire présente la situation habituelle. Ma retraite est arrivée à temps, 1400 €. 800 € de cette somme sont consacrés au remboursement du prêt immobilier que ma fille et moi avons contracté ensemble il y a 4 ans. À l'époque, Fabienne venait de divorcer et se retrouvait avec 2 enfants et sans logement. J'ai accepté d'être co-emprunteur. Le revenu de Fabienne en tant que factrice n'était pas suffisant pour obtenir un prêt pour une telle maison. C'est temporaire, avait dit ma fille, le temps que je me remette sur pied. Mais elle ne l'a jamais fait, et ce prêt pèse comme une épée de Damoclès sur notre famille. Je prends une gorgée de thé et regarde par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, le vieux Humphrey Dubois arrose sa minuscule pelouse avec un tuyau. Il a 67 ans et vit seul depuis la mort de sa femme il y a 2 ans. Parfois, je me surprenais à l'observer depuis ma fenêtre, non par curiosité. C'était juste agréable de voir quelqu'un d'autre mener une vie tranquille et paisible, sans drame ni scandale. Le bruit de la porte d'entrée qui claque interrompt mes pensées. Denis, mon petit-fils de 14 ans, fait irruption dans la maison, suivi de Lorraine, 9 ans. Ils parlent tous les deux bruyamment d'un projet d'histoire à l'école. Les enfants étaient gentils, mais bruyants. Ils avaient manifestement hérité de la tendance de leur mère à transformer le moindre événement en un petit drame. « Mamie !» appelle Lorraine en jetant un coup d'œil dans la cuisine. « Est-ce qu'on a des biscuits dans la boîte sur l'étagère ?» Je réponds en hochant la tête en direction du placard. Fabienne est la dernière à entrer, fatiguée comme toujours après une journée de travail. À 35 ans, elle paraît plus âgée que son âge. Les difficultés financières constantes, 2 enfants et un divorce ont laissé des traces. Ses cheveux sont attachés en une queue de cheval désordonnée, et son uniforme de factrice est froissé et poussiéreux. « Maman, il faut qu'on parle », dit Fabienne en s'asseyant en face de moi à table. Je me crispe intérieurement. Quand ma fille commençait une conversation avec ces mots, cela signifiait toujours qu'elle voulait de l'argent. Au cours des 6 derniers mois, ces conversations étaient devenues plus fréquentes, 1 ou 2 fois par mois. « L'ordinateur portable de Denis est cassé », poursuit Fabienne sans attendre de réponse. « Il est complètement fichu. Le réparateur a dit que ça coûterait plus cher de le réparer que d'en acheter un nouveau. Et sans ordinateur, il ne peut pas faire ses devoirs. Ses professeurs exigent que tout soit soumis par voie électronique. »« Combien coûte un nouveau ?» ai-je demandé d'une voix égale. « 800 €, mais c'est le moins cher que j'ai pu trouver. » Fabienne parle vite, comme si elle avait peur que je change d'avis et que je ne l'écoute plus. « Et Lorraine a besoin d'un nouveau manteau d'hiver. Le sien est trop petit. 200 €. En plus, elle s'est inscrite à un cours de danse à l'école, et les frais sont de 250 €. Je bois mon thé en silence. 1250 €. Presque toute ma pension de ce mois-ci. Ajoutez à cela 800 € pour le prêt immobilier et 350 € pour les charges. Et cela signifiait que ma fille me demandait de vivre avec 50 € par mois. « Maman, tu m'écoutes ?» Fabienne se penche en avant. Ce sont toutes des dépenses nécessaires. Ce ne sont pas des caprices. « Fabienne, dis-je en posant ma tasse sur la table. Où est ton salaire ? » Comment ça, où ? Ma fille fronce les sourcils. Je paie les courses, l'essence, les vêtements pour moi, pour un tas de choses. Combien gagnes-tu par mois ? 2800 €. Mais après impôt, il me reste 2400 €, l'interrompis-je. C'est plus que ma pension. Où va tout cet argent ? Fabienne soupire comme si elle expliquait l'évidence à une enfant stupide. Maman, la vie est chère. Les courses, les vêtements, l'essence, l'assurance auto, les téléphones portables pour les enfants.
Je paie l'Internet et le câble, dis-je doucement. Et l'électricité, le gaz, l'eau et le prêt immobilier. Oui, merci pour ça, dit Fabienne en agitant la main. Mais tout le reste est quand même cher. Je me lève et je vais à la fenêtre. Humphrey a fini d'arroser la pelouse et balaie maintenant méthodiquement le porche, sans se presser. Probablement que personne ne lui a jamais fait de histoire pour de l'argent. Fabienne, le mois dernier, tu as demandé 500 € pour réparer la voiture. Et alors? La voiture était vraiment en panne. Il y a 3 semaines, tu as demandé 400 € pour les fournitures scolaires des enfants. L'école demande beaucoup de choses. Il y a un mois, tu as demandé 600 € pour des frais médicaux urgents pour Lorraine. Fabienne marque une pause, puis dit avec moins d'assurance. Maman, je ne le fais pas exprès. C'est juste que ça arrive. C'est tous les mois, dis-je en me tournant vers elle. Tous les mois, tu demandes entre 400 et 1000 € en plus de ce que je paie déjà pour la maison. Tu peux te le permettre, la voix de Fabienne monte. Tu as une bonne pension, des économies. Mes économies sont mes économies. Maman, je suis ta fille. Denis et Lorraine sont tes petits-enfants. On entend les voix des enfants depuis le salon. Ils se disputent pour savoir qui jouera le premier au nouveau jeu vidéo. C'était une vie de famille normale qui me coûtait de plus en plus cher. Combien as-tu sur ton compte? Demande sa fille en se rasseyant à table. Ça ne te regarde pas. Maman, j'ai besoin de savoir sur quoi je peux compter. Fabienne serre les poings. Je ne peux pas vivre dans l'incertitude. J'ai 2 enfants. Tu peux compter sur ton salaire. Mon salaire n'est pas suffisant. Alors trouve un meilleur travail. C'est facile à dire pour toi. Fabienne se lève brusquement de sa chaise. J'ai 35 ans, mère divorcée de 2 enfants. Qui va m'embaucher pour un bon travail? Je me rassois à table. Cette conversation se répétait mois après mois avec de légères variations. Fabienne se plaignait de sa vie, demandait de l'argent, l'obtenait, et revenait en demander quelques semaines plus tard. Maman, la voix de sa fille s'adoucit, presque suppliante. Je sais que j'en demande beaucoup, mais c'est la dernière fois. Vraiment. Dès que les enfants seront plus grands, je trouverai un meilleur travail et je commencerai à rembourser mes dettes. Quand les enfants seront grands? Ai-je demandé. Lorraine a 9 ans. Denis a 14. C'est encore au moins 10 ans. Eh bien, pas 10. 3 ou 4 ans, Fabienne. Dans ces 3 ou 4 ans, tu m'auras sucé tout mon argent. Ma fille se tait. La cuisine est si silencieuse qu'on peut entendre le tic-tac de la vieille horloge murale. Puis Fabienne dit d'un ton complètement différent, froid et dur. Maman, je ne te demande pas de m'acheter un yacht. J'ai besoin d'un ordinateur portable pour mon fils, d'une veste pour ma fille et de payer son club. Ce sont des dépenses parentales normales. C'est toi le parent, pas moi. Mais tu es la grand-mère, et tu vis dans une maison qui est à moitié à moi. Je sens quelque chose se serrer dans ma poitrine. Ça y est. Ma fille a enfin dit ce qu'elle pensait vraiment. À moitié à toi. Oui. Nous avons contracté le prêt immobilier ensemble. Donc, la maison est à nous. J'ai fait l'apport initial de 45 000 € de mes économies, mais nous avons contracté le prêt ensemble parce que ton salaire n'était pas suffisant pour être approuvé. Fabienne se rassied dans sa chaise et me regarde longuement. Il y a de la fatigue dans ses yeux, mais encore plus d'obstination. Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de travailler comme une bête, d'élever des enfants toute seule, d'économiser sur tout. Et toi, tu es assise sur un tas d'argent et tu comptes chaque euro. J'ai travaillé 40 ans pour économiser ce tas d'argent. Et qu'est-ce qu'il en adviendra quand tu mourras? Nous l'aurons de toute façon. Je me suis levée de table si brusquement que ma tasse a teinté contre la soucoupe. Désolée, je ne suis pas encore morte, dis-je d'une voix glaciale. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah oui. C'est exactement ce que tu voulais dire. Fabienne se frotte le visage avec ses mains, puis lève la tête et me regarde droit dans les yeux. Écoute, faisons les choses différemment. Donne-moi ta pension, toute ta pension. Je m'occuperai des finances de la famille, et tu auras de l'argent de poche pour tes dépenses personnelles. 100 € par mois te suffiront. C'est juste. C'est moi qui m'occupe de la maison et des enfants. Tu veux que je te donne toute ma pension? Oui. 1400 € par mois plus l'accès à tes économies pour les grosses dépenses. Sinon, Fabienne marque une pause.
Sinon, maman, nous devrons vendre la maison, et tu devras trouver un autre endroit où vivre. Le salon est devenu silencieux. Les enfants ont dû entendre les voix qui s'élevaient et se sont tues. Je regarde ma fille et je ne la reconnais pas. Fabienne était autrefois une fille joyeuse qui m'aidait à faire des tartes et me parlait de ses amis d'école. Puis elle est devenue une adolescente avec ses propres problèmes, mais elle était toujours ma fille. Et maintenant, il y a une étrangère assise en face de moi, me demandant calmement de lui donner toute ma pension et menaçant de m'expulser. Très bien, alors, dis-je en me dirigeant vers ma chambre. Je sors du placard une vieille valise que je n'avais pas ouverte depuis 5 ans. Je la pose sur le lit et commence à faire mes valises. 3 robes, un pull chaud, des sous-vêtements, une chemise de nuit. De la salle de bain, je prends ma brosse à dents, mon peigne et mes médicaments. Fabienne se tient dans l'embrasure de la porte et observe. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Je ne réponds pas. Je prends une photo de mon défunt mari sur la table de chevet et la place soigneusement parmi mes affaires. J'ajoute le livre que je lisais le soir. Je sors mes documents du coffre-fort, mon passeport, mes polices d'assurance, mes cartes bancaires. « Maman, tu pars. » Fabienne entre dans la pièce. « Ne sois pas idiote. On va trouver une solution. » On a déjà trouvé une solution. Tu gardes la maison, je garde ma liberté. Je ferme la valise à clé et la soulève. Les objets sont légers. Je n'ai jamais aimé accumuler les choses inutiles. Maman, attends. Parlons-en calmement. Je passe devant ma fille dans le couloir. Là, je prends mon manteau et mon sac à main. Mamie. Lorraine jette un coup d'œil depuis le salon. Tu vas quelque part? En visite, réponds-je sèchement. J'ouvre la porte et sors sur le porche. Fabienne se précipite dehors après moi. Maman, ne sois pas idiote. Reviens. J'atteins le portail et me retourne. Ma fille se tient dans l'embrasure de la porte, confuse et en colère à la fois. Je me retourne et m'éloigne dans la rue, ignorant les cris de Fabienne derrière moi. Je m'arrête à la barrière d'Humphrey et me sens incertaine pour la première fois depuis longtemps. Qu'est-ce que j'allais dire? Bonjour, ma propre fille m'a mise à la porte. Puis-je entrer pour prendre le thé? Ça semblait ridicule, mais rester dans la rue avec une valise était aussi stupide, surtout que Fabienne regardait probablement par la fenêtre. La valise était plus lourde que je ne le pensais. Il y a quelques minutes, quand je la préparais, elle me semblait légère, mais maintenant la poignée me rentrait dans la paume. Je la change de main et monte les marches de la maison d'Humphrey. Le porche était impeccablement balayé. Je l'avais vu le faire tous les jours à la même heure. La maison d'Humphrey m'avait toujours semblé un modèle d'ordre. La pelouse était impeccable, les buissons taillés, les volets fraîchement peints. Après la mort de sa femme Marthe il y a 2 ans, il n'avait pas laissé la maison à l'abandon, comme beaucoup d'hommes de son âge. Au contraire, il semblait prendre encore plus soin de tout. Peut-être que cela l'aidait à faire face à sa solitude. Je frappe à la porte et j'entends le plancher grincer à l'intérieur. Humphrey se dirige lentement vers la porte, sans se presser. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre et mon voisin apparaît sur le seuil. Il est grand, les cheveux gris, vêtu d'une vieille chemise à carreaux et d'un jean usé. Son visage exprime la surprise, mais pas le désagrément. Noël. Il regarde ma valise, puis mon visage. Il s'est passé quelque chose. Je peux entrer? Ai-je demandé. Ou ce n'est pas le moment? Bien sûr, entrez. Humphrey s'écarte, me laissant entrer dans la maison. Laissez-moi prendre votre valise. Elle est lourde. Je lui tends la valise et nous entrons dans le salon. C'était propre, mais meublé simplement, comme un appartement de célibataire. Il n'y avait pas de décoration superflue et très peu de meubles. 2 vieux fauteuils devant la télévision, une petite table, une bibliothèque avec des magazines techniques et des romans policiers. Sur les murs, plusieurs photographies, vraisemblablement de la défunte femme de Marthe à différentes étapes de sa vie. Sur l'une, elle était très jeune en robe de mariée. Sur une autre, elle était âgée, souriante dans le jardin. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Humphrey fait un signe de tête vers le fauteuil. « Voulez-vous du thé ou quelque chose de plus fort? »« J'ai du cognac. »« Du thé, merci. » Il va dans la cuisine et je reste pour regarder la pièce. C'était étrange d'être dans la maison de quelqu'un d'autre après tant d'années à ne vivre que dans la mienne. Tout ici respirait le rythme et la paix. Des journaux soigneusement pliés étaient posés sur la table. La télécommande de la télévision était à sa place.
Et un livre était ouvert à la page où Humphrey avait cessé de lire. Je l'entendais faire de la vaisselle dans la cuisine et la bouilloire siffler. C'étaient des bruits domestiques ordinaires, mais pour une raison quelconque, il était apaisant. Notre maison était toujours bruyante. Les enfants, la télévision, Fabienne qui se disputait au téléphone avec ses amis ou son ex-mari. Mais ici, le silence ne semblait pas oppressant. Humphrey revient avec un plateau contenant 2 tasses, un sucrier et un pot à lait. Tout était simple, sans fioritures, mais propre et soigné. Sucre, lait? Demande-t-il en posant le plateau sur la table. Non, merci. Il verse du thé d'une théière. Pas de sachet de thé, mais du vrai thé en vrac comme ma mère en faisait il y a de nombreuses années. Nous restons assis en silence pendant quelques minutes, et le silence n'est pas gênant. Humphrey ne se précipite pas pour expliquer quoi que ce soit ou poser des questions indiscrètes. Il attend simplement que je sois prête à parler. Par la fenêtre, je vois ma maison. Les lumières sont allumées dans le salon et des silhouettes s'agitent. Fabienne explique probablement aux enfants où leur grand-mère est partie. Je me demande ce qu'elle leur dit. Que leur grand-mère est devenue folle ou qu'elle a décidé de partir en voyage. J'ai un conflit avec ma fille, dis-je enfin. C'est sérieux. Je vois, Humphrey hoche la tête. C'est une question d'argent. Je le regarde avec surprise. C'était si évident? Comment le saviez-vous? Les murs sont fins, sourit-il sans gêne. Parfois, je vous entends crier. Je n'écoute pas aux portes exprès. Ça arrive, c'est tout. Les fenêtres sont en face et le son porte bien. Je me sens mal à l'aise. Il s'avère que tout le quartier est au courant de nos scandales familiaux, de la façon dont ma fille me demande de l'argent, de la façon dont les enfants crient quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ne vous inquiétez pas, dit Humphrey comme s'il lisait dans mes pensées. Les gens crient dans beaucoup de maisons. Les gens ont des problèmes. 2 maisons plus loin, le mari boit et la femme fait une scène tous les week-ends. La jeune famille au coin de la rue a des enfants qui crient la nuit, et les parents se crient dessus. C'est la vie. Elle a exigé que je lui donne toute ma pension, dis-je en fixant ma tasse de thé. Elle a dit que j'aurais 100 € par mois d'argent de poche, et qu'elle contrôlerait le reste. Sinon, elle a menacé de me mettre à la porte de la maison que j'ai achetée. Humphrey pose lentement sa tasse sur la table. Son visage ne montre aucune surprise. Il en a assez entendu pour comprendre l'ampleur du problème. Qu'avez-vous décidé de faire? Je suis partie, comme vous pouvez le voir. Vous avez bien fait. Je lève les yeux. Il n'y a ni condamnation ni pitié dans ses yeux, seulement la compréhension de quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. C'est vrai. Bien sûr, on ne peut pas laisser ses propres enfants vous traiter comme une vache à lait. Parfois, je pense que j'ai été trop indulgent avec mon fils. Maintenant, il n'appelle que lorsqu'il a besoin d'argent pour son dernier caprice. Vous avez un fils. Il vit en Californie. C'est un programmeur. Il gagne bien sa vie, a une maison plus grande que la mienne et des voitures chères. Mais il me demande encore de l'aide pour des prêts, des réparations et des vacances en Europe de temps en temps. Sa femme travaille aussi pour une grande entreprise. Mais pourquoi dépenser son propre argent quand on a un vieux père avec une pension? Je hoche la tête. C'était une histoire familière. Les enfants s'habituent à ce que leurs parents les aident toujours et cessent de voir les limites. Après la mort de Marthe, il est venu me rendre visite, poursuit Humphrey en regardant une photo de sa femme. Il a dit qu'il était désolé et qu'il m'aiderait à surmonter mon chagrin. Mais tout ce qu'il a fait, c'est regarder autour de lui pour voir ce qu'il pouvait vendre, quels documents j'avais pour la maison, combien d'argent j'avais sur mes comptes. Il pensait que je ne le remarquais pas. Et qu'avez-vous fait? Rien de spécial. J'ai juste arrêté de répondre à ses appels quand il s'agissait d'argent. Je lui ai dit que s'il voulait parler, il était le bienvenu, mais que les conversations sur l'héritage et les prêts étaient terminées. C'est incroyable à quelle vitesse notre communication a diminué. Il appelait une fois par semaine. Maintenant, ce n'est que pour les vacances et pas toujours. Nous nous taisons de nouveau. Il fait complètement nuit dehors et Humphrey se lève pour allumer la lampe de table. La lumière douce emplit la pièce de chaleur. Vous savez ce qui est étrange? Dis-je. Je vous ai observé de ma fenêtre pendant des années. Comment vous arrosiez la pelouse tous les jours à la même heure, balayez le porche, lisiez le journal sur la véranda le dimanche. Il me semblait que vous aviez une vie paisible parfaite. Pas de problème, pas de stress. Humphrey sourit et secoue la tête. Et je vous ai observé,
surtout après la mort de Marthe et que la maison est devenue trop silencieuse. Je vous voyais assise dans la cuisine le soir, en train de lire, de boire du thé. La lumière de votre fenêtre reste allumée tard, et je pensais, voilà quelqu'un qui sait être seul et ne pas en souffrir. Au début, chaque soirée me semblait interminable. Alors, nous nous trompions tous les deux l'un sur l'autre. Il semble que oui. Tout le monde a ses difficultés, mais tout le monde ne les étale pas. Je finis mon thé et je pose la tasse sur la table. Je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des mois. C'est étrange qu'une simple conversation avec un voisin que je ne connaissais pas vraiment ait mieux fonctionné que toutes mes tentatives de résoudre le problème avec ma fille. Humphrey, puis-je rester ici ce soir? Demain, je trouverai un hôtel ou quelque chose de convenable. Restez aussi longtemps que vous en aurez besoin, m'interrompt-il. J'ai une chambre d'amis à l'étage. Marthe voulait que ce soit une chambre pour les parents ou les amis, mais nous n'avons presque jamais d'invités, donc la chambre est vide depuis plusieurs années. Je paierai pour Noël. Humphrey secoue la tête. J'ai 67 ans. J'ai réalisé il y a longtemps que l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Restez. Ça me fera plaisir d'avoir quelqu'un d'autre dans la maison. Sinon, je ne parle qu'à la télévision. Pour la première fois depuis des mois, je me sens nécessaire, non pas comme une source d'argent, mais comme une personne. Quelqu'un m'offre de l'aide sans rien attendre en retour. C'est un sentiment étrange, presque oublié. Merci, dis-je. Vraiment, merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre gentillesse. Humphrey se lève et prend ma valise. Je vais vous montrer votre chambre. C'est simple mais propre. Nous montons les escaliers en bois qui grincent jusqu'au 2e étage. La chambre est petite mais confortable, avec un lit simple près de la fenêtre, une vieille commode et un fauteuil en osier. De simples rideaux blancs sont suspendus à la fenêtre, probablement cousus par la défunte Marthe. La literie est dans le placard avec les serviettes, dit Humphrey en posant ma valise à côté du lit. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Quand il est parti, je me suis assise sur le lit et j'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. L'écran affichait cet appel manqué de Fabienne et 4 messages textes. Je n'ai pas pris la peine de les lire. Je savais déjà ce qu'il disait. D'abord des exigences de rentrer à la maison immédiatement, puis des menaces, puis des tentatives de jouer sur ma pitié en mentionnant les enfants. Au lieu de cela, j'ai composé le numéro de la banque. J'ai dû attendre quelques minutes avant qu'une voix automatisée ne me propose les options du menu. J'ai sélectionné les services de prêt. Bonsoir. Je m'appelle Jessica. Comment puis-je vous aider? Dit une voix féminine agréable. Bonjour. Je suis co-emprunteur sur un prêt hypothécaire. Je souhaite annuler le prélèvement automatique de mon compte. Bien sûr, je vais vous aider. Veuillez fournir votre numéro de contrat de prêt et vos coordonnées personnelles à des fins d'identification. Je lui ai donné les informations et j'ai répondu aux questions de sécurité sur le nom de jeune fille de ma mère et mon premier lieu de travail. Parfait. Je vois votre prêt. Le prélèvement automatique est fixé au 8 de chaque mois pour un montant de 800 €. Voulez-vous annuler complètement le paiement automatique? Oui, complètement. Veuillez noter que dans ce cas, l'emprunteur principal sera seul responsable du paiement en temps voulu. Si le paiement n'est pas reçu avant le 10 du mois, des frais de retard de 5% du solde impayé seront facturés. Je comprends et j'accepte. D'accord. Le paiement automatique a été annulé. Les modifications prendront effet demain. Je vous recommande d'informer l'emprunteur principal des modifications. Prochain appel, la compagnie d'électricité, puis la compagnie de gaz, le fournisseur d'accès Internet. La même procédure partout. Fournir les détails, confirmer l'identité, annuler les paiements automatiques partout. On m'a poliment prévenu des conséquences des retards de paiement et de la nécessité d'en informer les autres résidents. Quand j'ai fini avec les appels officiels, le téléphone a sonné. Bien sûr, c'était Fabienne. Maman, où es-tu? La voix de ma fille semblait confuse et agacée à la fois. J'ai appelé tous nos amis. Personne ne t'a vu. Je suis en lieu sûr. Qu'est-ce que tu veux dire, en lieu sûr? De qui te caches-tu? Maman, arrête de faire l'idiote et rentre à la maison. Les enfants ont demandé toute la soirée où était leur grand-mère. Lorraine a même pleuré. Dis-leur que leur grand-mère est partie vivre sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, on peut en parler.
Peut-être que j'ai été trop dure à propos de la pension. On peut trouver un arrangement. On peut. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Fabienne, tu n'as pas été trop dure. Tu as expliqué très clairement et froidement ce que tu voulais, et je t'ai donné exactement ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sauras demain, ou peut-être après-demain. J'ai éteint mon téléphone, complètement. Laissons ma fille se creuser la tête sur ce que mes mots voulaient dire. En attendant, j'allais prendre une douche dans une maison inconnue où personne ne me demanderait d'argent pour les prochaines dépenses absolument nécessaires. En descendant vers la salle de bain, j'ai entendu Humphrey regarder les informations du soir à la télévision en bas. Les bruits habituels de la maison d'une personne normale. Pas de cris, pas de demandes, pas de porte qui claque. Juste une soirée tranquille pour un homme âgé qui ne cause pas de problème aux autres et qui n'attend pas d'eux qu'ils résolvent ses problèmes financiers. Demain, Fabienne découvrira que les prélèvements automatiques sur toutes les factures ont été annulés. Après-demain, elle réalisera ce que cela signifie pour le budget familial. Et puis nous verrons si elle veut toujours contrôler mon argent et dicter les conditions de ma vie dans ma propre maison. Je me suis réveillée dans une chambre inconnue au son de la pluie qui tombait dehors. Pendant quelques secondes, j'ai essayé de comprendre où j'étais. Puis je me suis souvenue de la nuit dernière. La maison d'Humphrey, la chambre d'amis, ma fuite loin de ma fille et de ses exigences. Une petite horloge faisait tic-tac sur la table de chevet. Il était 7 heures du matin. J'entendais un léger bruit de vaisselle en bas. Humphrey préparait probablement le petit déjeuner. Je me suis levée, je me suis lavée dans la petite salle de bain de l'autre côté du couloir et je suis descendue à la cuisine. Mon voisin était debout devant la cuisinière dans un vieux peignoir, en train de faire frire des œufs. « Bonjour », dit-il sans se retourner. « Café ou thé ? » « Café, s'il vous plaît. »« Vous voulez des œufs ou vous ne prenez pas de petit déjeuner ? » ?»« J'en prendrai, bien sûr. » Nous avons mangé en silence, en écoutant la pluie tambouriner sur le toit. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir ma maison. La lumière du salon était allumée, bien qu'il fasse déjà jour. Donc, quelqu'un s'était levé tôt ou n'avait pas dormi du tout. « Il te cherche », remarqua Humphrey, suivant mon regard. Tard hier soir, ma fille est sortie sur le porche et a regardé autour d'elle, et tôt ce matin, je l'ai vue monter en voiture. Elle est probablement partie à ta recherche. J'ai hoché la tête en finissant mon café. Bien sûr, Fabienne ne pouvait pas simplement accepter ma décision. Elle devait me trouver, me ramener à la maison et continuer à me soutirer de l'argent. Mon téléphone était posé sur la table, éteint. Je l'ai allumé et j'ai immédiatement vu 14 appels manqués et 8 messages, tous de Fabienne, bien sûr. Le dernier message datait de 6 heures du matin. « Maman, où es-tu ? Je suis vraiment inquiète. Appelle-moi tout de suite. »« Tu ne vas pas répondre ?» demanda Humphrey. « Pas encore. Laisse-la réfléchir. » Mais à 8 heures, le téléphone a sonné et j'ai décidé de répondre. Le nom de ma fille s'affichait à l'écran. « Maman », Fabienne avait l'air effrayée. « Dieu merci, tu as répondu. Où es-tu ? Je t'ai dit que j'étais en lieu sûr. »« Maman, qu'est-ce qui se passe ? La banque vient d'appeler. Ils ont dit que mon paiement hypothécaire n'est pas passé. Il y a un problème avec ton compte. » J'ai pris une gorgée de café, laissant à ma fille le temps de digérer la situation. « Maman, tu m'entends ? La banque dit que le prélèvement automatique a été annulé. Comment est-ce possible ? C'est très simple. J'ai appelé hier et je l'ai annulé. » Quelques secondes de silence, puis « Qu'est-ce que tu veux dire, tu l'as annulé ? Tu ne peux pas faire ça. » »« Pourquoi pas ? C'est mon compte, mon argent. » »« Mais nous sommes co-titulaires du compte. Tu n'as pas le droit de prendre des décisions comme ça toute seule. » »« Si. J'ai le droit de décider d'où vient mon argent, et toi, en tant que titulaire principal du compte, tu peux le payer toi-même. » Fabienne était silencieuse. Je pouvais l'entendre respirer lourdement. « Maman, c'est 800 €. Où vais-je trouver ça ? » ?»« Sur ton salaire. Tu as dit que la maison était à moitié à toi. Alors paie-la. Je n'ai pas 800 € de côté. Tu le sais bien. Alors trouve-les, ou vends quelque chose, ou emprunte. » Humphrey se leva de table et quitta discrètement la pièce, me laissant parler seule. « Maman, arrête ça. » La voix de Fabienne devenait de plus en plus hystérique. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai des enfants. Tu as des enfants et tu es leur mère. Cela signifie que tu dois subvenir à leurs besoins, pas refiler la patate chaude à leur grand-mère.
Mais tu as toujours aidé. J'ai aidé quand tu me le demandais. Hier, tu n'as pas demandé. Tu as exigé. Tu as exigé que je te donne toute ma pension. Tu te souviens? Silence, puis une voix basse et confuse. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu as dit, donne-moi ta pension ou trouve un autre endroit où vivre. J'ai choisi la deuxième option. Où es-tu? Rentre à la maison. On en parlera. Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non? C'est très simple. Non. Fabienne se mit à pleurer. Pas les larmes qu'elle versait parfois pour me faire pitié, mais de vraies larmes de désespoir. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je dois faire un paiement avant le 10, sinon ils me factureront des frais de retard et je n'ai vraiment pas d'argent. Mais hier, tu avais de l'argent pour un ordinateur portable à 800 €. C'est de l'argent différent. Je voulais t'acheter l'ordinateur portable à crédit. Alors paie ton hypothèque à crédit. J'ai entendu quelque chose tomber au téléphone. Fabienne a dû laisser tomber quelque chose dans sa nervosité. Maman, la compagnie d'électricité a rappelé. Ils ont dit que le prélèvement automatique était également annulé. Et la compagnie de gaz a appelé. Oui, j'ai annulé tous les prélèvements automatiques. Si tu veux gérer les finances de la famille, alors vas-y. Mais rien n'est à mon nom. Toutes les factures sont à ton nom. Exactement. Et je les paierai quand je voudrai et combien je voudrai. Maman, c'est de la folie. Ils vont nous couper l'électricité, le gaz et Internet. Ils te couperont. Moi, je vis très bien ici. Fabienne s'est remise à pleurer. Plus fort cette fois. Les enfants ont école demain. Denis a besoin d'Internet pour ses devoirs. Lorraine. Lorraine demande pourquoi mamie est partie. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dis-lui la vérité. Que maman a exigé toute la pension de mamie et a menacé de la mettre à la porte. Je ne l'ai pas mise à la porte. Je voulais juste que nos finances soient en ordre. En ordre? Tu appelles ça de l'ordre quand je paie tout et que tu dépenses ton salaire pour des bêtises? Des bêtises. Quoi? J'ai besoin de vêtements, de cosmétiques, d'essence, de manucure toutes les 2 semaines, de café dans des cafés chers, de vêtements que tu portes une fois par mois, de cadeaux pour tes amis. Comment le sais-tu? Je ne suis ni aveugle ni stupide. J'ai travaillé avec des chiffres pendant 40 ans. Je sais compter. Une longue pause. Puis Fabienne dit d'une voix différente, non pas hystérique, mais fatiguée. Maman, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je m'excuse? Très bien. Je suis désolée. J'ai eu tort. Tu vas revenir maintenant? Non. Pourquoi pas? Parce que tu ne t'excuses pas parce que tu réalises que tu as eu tort. Tu t'excuses parce que tu ne peux pas vivre sans mon argent. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si tu avais ton propre argent pour tout payer, tu ne remarquerais même pas que je suis partie. Silence de nouveau. J'entendais Fabienne marcher dans la maison, le plancher qui craquait, les portes qui claquaient. Très bien, dit-elle enfin. Très bien. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je me suis trop habituée à ton aide. Mais qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Apprendre à vivre avec ton salaire. Et le prêt immobilier? Et les charges? Comment pensais-tu vivre quand tu as exigé ma pension? Tu devais bien avoir prévu de payer les factures d'une manière ou d'une autre. Je pensais que je gérerais tout l'argent sagement. Ta pension et mon salaire. Ma pension n'est plus à ta disposition. Maman. Mais nous sommes une famille. Une famille, c'est quand les gens se respectent, pas quand une personne entretient tout le monde et doit écouter leurs plaintes. Fabienne se remit à pleurer. Maman, je ne sais pas quoi faire. Vraiment pas. J'ai 300 € sur mon compte. Ce n'est même pas assez pour le prêt immobilier, sans parler des charges et des courses. Tu as une carte de crédit. Le plafond n'est que de 1000 €, et la moitié est déjà dépensée. Cela signifie qu'il te reste 500 €. Ce sera suffisant pour l'instant. Et après? Après, tu apprendras à gérer ton budget. Maman, tu réalises que je pourrais perdre la maison, n'est-ce pas? On sera expulsé et les enfants n'auront nulle part où vivre. Ça y est. Le chantage aux enfants. Le dernier argument que Fabienne utilisait toujours quand les autres ne fonctionnaient pas. Tu ne perdras pas la maison. Au pire, on te facturera des frais de retard. C'est désagréable, mais ce n'est pas la fin du monde.
Et si je ne peux pas continuer à payer? Alors tu devras vendre la maison et acheter quelque chose de moins cher ou louer un appartement. Mais les enfants sont habitués à cette maison. Ils ont des amis ici. L'école. Les enfants s'habituent à n'importe quelle maison. Et tes amis ne vont nulle part. Humphrey jeta un coup d'œil dans la cuisine, montra l'horloge et dit silencieusement: « Je dois aller au magasin. » J'acquiesçai. « Maman. » La voix de Fabienne devint très basse. « Dis-moi honnêtement, tu ne vas vraiment plus jamais nous aider. » J'ai réfléchi quelques secondes. « Je ne sais pas. Voyons comment tu te débrouilles toute seule. » « Où vas-tu vivre? »« Je trouverai un endroit. »« Pour longtemps. »« Je ne sais pas. » Fabienne resta silencieuse une minute, puis dit: « Les enfants te manquent beaucoup. Lorraine n'a pas dîné hier soir et n'arrêtait pas de demander quand mamie reviendrait. » Mon cœur s'est serré. Mes petits-enfants n'y étaient pour rien, mais je n'allais pas laisser ma fille me manipuler à travers les enfants. Dis-leur que je les aime et qu'on se verra bientôt. Quand bientôt? Quand tu auras compris que tu dois compter avec moi. Maman. C'est tout, Fabienne. Je dois y aller. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. Je me sentais lourde, mais en même temps, légère. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas obligée de résoudre les problèmes financiers de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, mon argent n'appartenait qu'à moi. Humphrey est revenu du magasin avec des sacs de courses. « Comment ça va ?» a-t-il demandé en posant les sacs sur la table. Ma fille commence à comprendre la situation. C'est bien. La compréhension est le premier pas vers le changement. Je l'ai aidée à ranger les courses. Les choses habituelles, du pain, du lait, de la viande, des légumes, pas de friandises, rien de superflu. C'est ainsi que vivent les gens qui savent compter leur argent et ne dépendent pas de la générosité des autres. Et si elle n'y arrive pas? Ai-je demandé. Elle y arrivera, a dit Humphrey avec confiance. Elle n'a pas le choix. Les gens s'adaptent étonnamment vite quand la vie les y force. J'ai hoché la tête. Il avait raison. Tant que Fabienne m'avait comme filet de sécurité financier, elle pouvait se permettre de dépenser de l'argent sans réfléchir. Maintenant, elle devrait apprendre à vivre selon ses moyens ou trouver une autre source de revenus, ce qui n'était pas une si mauvaise chose. Fabienne a raccroché et est restée au milieu de la cuisine, ne sachant pas quoi faire ensuite. La conversation avec sa mère l'a laissée avec la tête vide et un poids sur l'estomac. Elle devait effectuer son paiement hypothécaire de 800 € avant le 10. Dans seulement 3 jours, elle n'avait que 320 € sur son compte, ce qui devait faire vivre sa famille encore 2 semaines jusqu'à son prochain salaire. Elle s'est assise à table et a sorti sa calculatrice. Les chiffres brossaient un tableau sombre. Hypothèque, 800 €. Électricité, 120 €. Gaz, 83 €. Internet, 150 €. C'était un total de 1153 € de factures que sa mère payait habituellement, plus les courses pour la semaine, au moins 200 €. Essence, 100 €. Cela faisait près de 1500 €, qu'elle n'avait tout simplement pas. Denis est descendu dans la cuisine en uniforme scolaire, bâillant et décoiffé. « Maman, Internet ne marche pas », dit-il en se versant du jus du réfrigérateur. « Je ne peux pas télécharger mon devoir d'histoire. »« Problème temporaire », répondit sèchement Fabienne en cachant la calculatrice. « On arrangera ça aujourd'hui. »« Où est mamie? Elle n'est pas encore rentrée? »« Pas encore. » Denis haussa les épaules et partit pour l'école. L'adolescent ne se souciait pas de savoir où était sa grand-mère tant que personne ne le dérangeait. Mais Lorraine, qui est apparue 10 minutes plus tard, était clairement contrariée. « Maman, quand est-ce que mamie rentre à la maison ?» a demandé la jeune fille en s'asseyant à table avec un bol de céréales. « Elle a promis de m'aider avec mon projet sur les animaux. »« Bientôt, ma chérie. »« Pourquoi est-elle partie? Vous vous êtes disputés ?» Fabienne ne savait pas quoi dire. Dire la vérité, que sa mère avait exigé tout l'argent de la pension de sa grand-mère et que sa grand-mère était contrariée. Cela semblait horrible même dans sa propre tête. Nous avons juste des points de vue différents sur certaines choses. Lorraine hocha la tête, ne comprenant pas mais acceptant l'explication. Les enfants sont étonnamment adaptables au changement tant que cela ne les affecte pas directement. Après le départ de Lorraine pour l'école, Fabienne s'est assise au téléphone. D'abord, la banque. Peut-être pourrait-elle obtenir un report ou restructurer le prêt. « Bonjour, c'est au sujet de mon prêt immobilier », dit-elle lorsque l'opérateur répondit.
J'ai des difficultés financières temporaires et je ne peux pas effectuer mon paiement à temps. Je comprends votre situation, répondit poliment l'homme à l'autre bout du fil. Quel est votre numéro de compte? Fabienne lui donna le numéro et répondit aux questions de sécurité. Je vois votre prêt. Il n'y a pas de solde impayé et le dernier paiement a été effectué le mois dernier. De combien de temps avez-vous besoin pour le report? 1 mois, peut-être 2. Malheureusement, les reports ne sont possibles que dans des circonstances exceptionnelles telles que la perte d'emploi, une maladie grave ou une catastrophe naturelle. Avez-vous des documents pour prouver de telles circonstances? Non, juste des difficultés temporaires. Alors je ne peux vous proposer qu'un prêt en espèces garanti par un bien immobilier. Le taux d'intérêt est de 23% par an. Fabienne calcula rapidement dans sa tête. À ce taux, le trop perçu serait énorme. Ce n'était pas une solution, mais un moyen de s'endetter encore plus. Merci. Je vais y réfléchir. Le prochain appel était pour son ex-mari. Roger vivait dans un autre état, payait 300 € par mois de pension alimentaire et considérait ses obligations parentales remplies, mais cela valait la peine d'essayer. Fabienne. La voix de Roger semblait surprise. Quelque chose ne va pas. Des problèmes financiers temporaires. Peux-tu m'aider? Prête-moi 1 000 €. Je te rembourserai dans 1 mois. Une longue pause. 1 000 €. Roger ne s'attendait clairement pas à ce montant. Pourquoi faire? Hypothèque, charges, les dépenses habituelles. Et ta mère? Elle t'a toujours aidé. On ne se parle plus en ce moment. Une autre pause, puis un soupir. Fabienne. Je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. Ma nouvelle femme est enceinte et nous rénovons la chambre du bébé. Je peux te donner 300 € en plus de la pension alimentaire, mais pas plus. 300 €. Ce n'est même pas la moitié de son paiement hypothécaire. D'accord, dit Fabienne. Transfère-le sur mon compte. Je le transférerai demain. Et Fabienne. C'est un prêt. J'attends le remboursement. Bien sûr. Elle raccrocha et commença à feuilleter son répertoire téléphonique. Des amis. À qui pourrait-elle emprunter de l'argent? Sarah travaillait dans une compagnie d'assurance et devait bien gagner sa vie. Jen avait récemment divorcé et recevait une pension alimentaire décente. Michel. Le téléphone de Sarah sonna. Salut, comment vas-tu? La voix de son amie semblait joyeuse. Pas très bien, pour être honnête. Sarah, peux-tu me dépanner avec de l'argent? 500 €, s'il te plaît. Le ton de la conversation changea immédiatement. Waouh, que s'est-il passé? Problème de budget familial. Temporaire. Fabienne. Tu sais, je ne vais pas très bien non plus en ce moment. J'ai fait réparer ma voiture et j'ai dépensé 2 000 €. Je peux te donner 100 €, mais pas plus. 100 € d'une amie qui va dans des restaurants chers et achète des vêtements dans des boutiques tous les week-ends. D'accord, ce n'est pas grave. Je me débrouillerai. Jen ne pouvait pas non plus aider avec une grosse somme. 50 € maximum, et c'est avant la paix. Michel n'a même pas répondu au téléphone. À l'heure du déjeuner, il était clair que les amis étaient bons pour les virer shopping et pour discuter des problèmes des autres, mais pas pour une aide financière réelle. Au total, Fabienne pouvait compter sur 450 €. 300 de son ex-mari et 150 de ses amis. C'était juste assez pour l'hypothèque, et même là, c'était serré. Les enfants sont rentrés de l'école affamés et irritables. Maman, Internet ne marche toujours pas, annonça Denis en jetant son sac à dos dans le couloir. Ma prof d'anglais nous a donné un devoir qui ne peut être fait qu'en ligne. Qu'est-ce que je dois lui dire demain? Dis-lui qu'il y a des problèmes techniques temporaires. Je peux aller chez Jason? Son Internet fonctionne. Vas-y. Lorraine s'installa dans la cuisine avec un album et des feutres. Maman, on va m'acheter des baskets aujourd'hui? Demanda-t-elle sans lever les yeux de son dessin. Celles-ci sont trop petites. Mes orteils touchent le bout. Fabienne regarda les pieds de sa fille. Effectivement, les baskets étaient trop serrées. Des nouvelles coûteraient au moins 100 €. Pas aujourd'hui, ma chérie. La semaine prochaine. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que maman a beaucoup à faire en ce moment. Lorraine haussa les épaules et continua de dessiner. Fabienne s'assit à table et essaya d'évaluer la situation honnêtement. Son salaire était de 2 400 € avant impôt, 2 000 € après. Avec cet argent,
Elle devait payer les courses, 400 € par mois, l'essence, 150 €, les vêtements pour elle et les enfants, 200 €, les frais de scolarité, 100 €, les divertissements et autres babioles, encore 200 €. Cela faisait un total de 1500 € pour les frais de subsistance. Les 950 € restants devaient couvrir l'hypothèque et les charges, mais l'hypothèque seule coûtait 800 € plus les charges, soit 350 € de plus. Cela laissait un déficit de 200 € chaque mois. Comment n'avait-elle pas remarqué cela avant? Parce que sa mère couvrait la différence sans demander de compte ni d'explication. Fabienne s'était habituée à penser que 2000 € étaient beaucoup, sans considérer que la moitié de ses dépenses était couverte par d'autres. Denis est rentré de chez son ami l'air sombre et en colère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Jason dit que si on ne paie pas Internet, ils vont nous couper. »« On n'a pas payé ?»« Si, mais il y a eu une erreur à la banque. On réglera ça demain. »« Où est mamie ? C'est elle qui s'occupe de tout ça d'habitude. » Fabienne regarda son fils. À 14 ans, il était assez grand pour comprendre les problèmes familiaux. « Mamie, on n'est pas d'accord avec elle sur certaines choses. »« Comme quoi ? L'argent ?» Denis hocha la tête. Les adolescents saisissent vite l'essentiel des problèmes des adultes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas encore. Et si mamie ne revient pas? Fabienne avait essayé de ne pas se poser cette question de toute la journée. Et si sa mère ne revenait vraiment pas? Et si elle était sérieuse au sujet de vivre séparément? Alors il devrait soit vendre la maison et déménager dans un appartement moins cher, soit trouver une source de revenus supplémentaires. Elle reviendra, dit-elle, se convainquant plus que son fils. Comment le sais-tu? Parce que nous sommes une famille. Denis la regarda d'un air sceptique, mais ne discuta pas. Le soir, après que les enfants se soient couchés, Fabienne était assise dans la cuisine avec une tasse de thé et une calculatrice. Les chiffres montraient obstinément la même chose. Ses revenus n'étaient pas suffisants pour maintenir leur niveau de vie actuel. Elle devait soit gagner plus, soit dépenser moins. Gagner plus signifiait trouver un deuxième emploi. Mais quand? Après 8 heures à la poste, à conduire les enfants à leurs activités et les week-ends passés à faire la lessive et le ménage, il ne lui restait plus de temps libre. Dépenser moins signifiait renoncer à beaucoup de choses auxquelles elle était habituée. Aller moins souvent au café avec ses amis, acheter des vêtements dans les magasins de déstockage, annuler la télévision par câble, peut-être même échanger sa voiture contre une plus économe en carburant. Mais le plus important, c'était d'admettre qu'elle avait vécu au-dessus de ses moyens pendant des années, profitant de la générosité de sa mère, et que sa mère avait tout à fait le droit de dire « ça suffit ». Fabienne finit son thé et regarda par la fenêtre. Dans la maison d'en face, où vivait le vieux monsieur Humphrey, la lumière du salon était allumée. Elle se demanda soudain si sa mère était là. Les voisins ne se parlaient presque jamais. Mais dans une petite ville, tout le monde se connaît, au moins de vue. Demain, elle en aurait le cœur net. Et elle essaierait de parler à nouveau à sa mère, mais pas d'une position d'exigence, mais d'une tentative de comprendre comment vivre. Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais quitté la maison. 7 jours dans la chambre d'amis d'Humphrey. 7 jours d'une vie mesurée, sans exigence financière ni drames familiaux. C'était incroyable à quelle vitesse je m'étais habituée à cette routine. Le matin, Humphrey et moi prenions le petit déjeuner ensemble. Il préparait des œufs ou du porridge et je faisais le café. L'après-midi, je lisais des livres de sa bibliothèque ou j'aidais dans le jardin. Le soir, nous regardions les informations et discutions des événements de la ville. Personne ne demandait rien à personne. Personne n'exigeait d'argent pour des besoins urgents. Nous avons rapidement développé des règles tacites pour vivre ensemble. Humphrey préparait le petit déjeuner, je préparais le dîner, et nous partagions la facture des courses. J'ai insisté pour payer la moitié des factures de service public pendant que je vivais chez lui. Il a d'abord protesté, mais j'ai expliqué qu'après les événements récents, il était important pour moi de me sentir indépendante. Personne ne devait rien à personne, et c'était étonnamment confortable. Le téléphone sonnait tous les jours, parfois plusieurs fois. Fabienne me suppliait de revenir, essayait de jouer sur ma pitié à travers les enfants, ou se mettait en colère et exigeait une explication sur mon comportement. Je ne répondais pas toujours, et quand je le faisais, j'étais brève et directe. Ma fille devait faire face à ses problèmes seule, sans mon soutien constant et mes contributions financières. De la fenêtre de la chambre d'amis, je pouvais voir ma maison et observer la vie de ma famille de l'extérieur.
Les 2 premiers jours, les lumières restaient allumées tard dans la nuit. Fabienne devait probablement courir dans tous les sens, appeler quelqu'un, essayer de trouver une solution à ses problèmes financiers soudains. Le 3e jour, je l'ai remarquée assise à la table de la cuisine pendant longtemps avec une calculatrice et une pile de papier. Alors, elle avait enfin décidé de mettre de l'ordre dans le budget familial. Mercredi soir, ma fille a sorti plusieurs grands sacs à la poubelle. Elle semblait se débarrasser des choses inutiles. Je l'ai vue rester longtemps près des sacs, comme si elle regrettait de devoir se séparer du bric-à-brac qu'elle avait accumulé au fil des ans. Jeudi, un homme est arrivé dans une vieille camionnette et lui et Fabienne ont sorti un grand téléviseur et un lecteur DVD du salon. Alors, elle avait commencé à vendre des choses dont elle pouvait se passer. C'était une décision sensée. Nous avions acheté ce téléviseur il y a 5 ans, alors que nous n'avions pas de problème financier, et il était vraiment trop grand pour le salon. Vendredi matin, alors que je buvais mon café dans la cuisine d'Humphrey et que je lisais le journal local, on a doucement frappé à la fenêtre. Sur le porche se tenait Lorraine, en uniforme scolaire, son sac à dos sur les épaules et un bouquet de pissenlits à la main. La vue de ma petite fille m'a transpercé d'un pincement aigu de nostalgie. Je n'avais pas vu les enfants depuis une semaine entière, et pour une enfant de 9 ans, c'est très long. « Mamie !» s'est-elle écriée en me voyant à la fenêtre. « Mamie, c'est vraiment toi ? Maman a dit que tu étais partie chez tante Émilie, mais on n'a pas de tante Émilie. » Je suis sortie sur le porche, et ma petite fille s'est jetée dans mes bras avec une telle force qu'elle a failli me renverser. Mon cœur s'est serré de tendresse et de culpabilité à la fois. Les enfants souffraient du conflit entre les adultes, même s'ils n'y étaient pour rien. « Bonjour, ma chérie. Comment va l'école ? Comment vas-tu ? » « Bien. » Lorraine m'a serré fort dans ses bras comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. « Mamie, pourquoi tu vis ici ? Et pourquoi maman a menti à propos de tante Émilie ? » Je me suis accroupie pour être au même niveau que ma petite fille. Maman n'a pas voulu mentir. Elle ne savait tout simplement pas comment expliquer une situation compliquée. Quelle situation ? Une situation d'adulte. Maman et moi avons des points de vue différents sur certaines choses et nous avons besoin de temps pour en parler. Alors, tu restes chez grand-père Humphrey ? Oui. Il se sent seul depuis la mort de grand-mère Marthe et il a besoin de compagnie. Lorraine a hoché la tête, acceptant l'explication. Les enfants s'adaptent étonnamment facilement au changement si les adultes ne créent pas une atmosphère de tragédie autour d'eux. Quand est-ce que tu rentres à la maison ? Tu me manques. Et tu manques à Denis aussi. Il ne le dit pas, c'est tout. Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais on se verra bientôt. Lorraine a froncé les sourcils et j'ai vu dans ses yeux une inquiétude qui ne devrait pas y être. Mamie. Maman pleure la nuit. Elle pense que je ne la vois pas, mais je la vois. Elle s'assoit dans la cuisine et pleure doucement. Et Denis est toujours en colère. Hier, il m'a crié dessus parce que j'ai pris son stylo. Je suis désolée que vous traversiez une période difficile en ce moment. Et on n'a pas internet, alors je ne peux pas regarder de dessins animés sur ma tablette. Et maman a dit qu'on ne pouvait pas aller au cinéma ce week-end parce qu'on n'a pas d'argent. Chaque mot de ma petite fille me frappait durement. Les enfants payaient pour mon conflit avec Fabienne, et ce n'était pas juste. Mais reculer maintenant signifierait revenir à l'ancien système où je n'étais considérée que comme une source d'argent. Chérie, tout ira bien. Il faut juste un peu de temps. Combien de temps ? Pas beaucoup. En attendant, dis à ta mère que je veux lui parler. Elle sera si contente. Maman demande aux voisins tous les jours s'ils t'ont vu. Hier, elle est même allée chez ton amie Dorothée en pensant que tu pourrais être là. Dis à maman que je viendrai ce soir après le dîner, vers 20h. Nous parlerons calmement. Lorraine a rayonné. Tu viendras vraiment. Maman est en train de faire ta tarte aux pommes préférée. Elle dit que si tu viens, on dînera tous ensemble comme avant. Je viendrai certainement, mais d'abord, ta mère et moi devons parler seuls. Ma petite fille a hoché la tête et m'a tendu un bouquet de pissenlits. C'est pour toi. Je les ai cueillis en allant à l'école. Merci, ma chérie. Ils sont très jolis. Lorraine m'a fait un signe de la main et est partie en courant à l'école, et je suis retournée dans la cuisine avec le bouquet à la main. Humphrey a mis les pissenlits dans un verre d'eau et m'a regardé attentivement. Diplomatie familiale ? A-t-il demandé sans lever les yeux de son journal du matin. Ma fille envoie ma petite fille négocier. Un coup de maître féminin classique. Il est difficile de résister aux enfants. Ils font appel à vos émotions, pas à votre raison. Mais il faudra résister.
Sinon, tout redeviendra comme avant. Et dans un mois, nous serons dans la même situation. Humphrey a hoché la tête et a pris une gorgée de café. Souviens-toi juste qu'il ne s'agit pas de punir ta fille pour ses erreurs passées. Il s'agit de changer la relation entre vous. La punition est une vengeance, et tu dois construire un avenir. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Qu'est-ce que je voulais vraiment obtenir en parlant à Fabienne? Des excuses, un aveu de culpabilité, ou un changement dans notre relation après tout? La journée s'est étirée lentement malgré mes tentatives de m'occuper avec des choses utiles. J'ai lu un roman policier de la bibliothèque d'Humphrey, je l'ai aidé à transplanter des plants dans la serre, et j'ai préparé le déjeuner avec les provisions que nous avions achetées la veille. Mais mes pensées revenaient sans cesse à la conversation à venir avec ma fille. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Qu'est-ce que je voulais entendre en réponse? Étais-je prête à rentrer à la maison? Et si oui, à quelles conditions? À 4 heures, j'avais dressé une liste de questions que je voulais discuter avec Fabienne. À 5 heures, je l'avais réécrite, en supprimant les phrases trop chargées d'émotions. À 6 heures, j'avais compilé une 3e version, plus constructive. À 7 heures, j'ai vu ma fille jeter un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, vérifiant si j'arrivais. La lampe du salon était allumée, et je pouvais voir que la maison avait été rangée. Les tapis avaient été aspirés. Les jouets des enfants avaient été rangés. Et les magazines étaient soigneusement empilés sur la table basse. À 20 heures précises, j'ai frappé à la porte de ma propre maison. C'était une sensation étrange de frapper à la porte de la maison pour laquelle je payais une hypothèque. Fabienne a ouvert la porte presque immédiatement, comme si elle était restée là à m'attendre. Elle avait l'air bien plus mal qu'il y a une semaine. Fatiguée et vieillie. Des cernes sombres sous les yeux, et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné au lieu d'être coiffés comme d'habitude. Ma fille portait un vieux jean et un t-shirt usé, le genre de vêtements qu'elle ne portait habituellement que pour faire le ménage ou travailler dans le jardin. « Maman, dit-elle doucement, sa voix semblant incertaine. Merci d'être venue. J'avais peur que tu ne viennes pas. J'ai promis à ta petite fille. » Nous sommes entrés dans le salon où les enfants regardaient la télévision. Lorraine a sauté du canapé et m'a de nouveau serré dans ses bras comme si nous ne nous étions pas vus depuis un mois. « Maman a cuisiné toute la journée. Elle a fait une tarte aux pommes et tes biscuits aux pépites de chocolat préférés. Je sais, ma chérie. Ça sent délicieux. » Denis s'est également levé, mais il était plus réservé. À 14 ans, il comprenait déjà que quelque chose de sérieux se passait dans la famille et sentait intuitivement la tension entre les adultes. « Salut, mamie, » dit-il en se balançant maladroitement d'un pied sur l'autre. « Comment vas-tu? Comment ça va chez monsieur Humphrey? » « Bien. C'est un homme intéressant. Il en sait beaucoup sur l'histoire de notre ville. Et l'école. » Le garçon haussa les épaules. « Bof, les profs donnent beaucoup de devoirs et on n'a pas Internet. Je dois aller à la bibliothèque ou chez mes amis. Ce n'est pas pratique. » « Je comprends. C'est pas grave. On a l'habitude, » marmonna Denis. Mais il était clair que la situation l'agaçait. Fabienne tripotait nerveusement le bord de son pull et se balançait d'un pied sur l'autre. « Maman, on peut aller à la cuisine? Parlons en privé. » « Bien sûr. » Nous sommes allés dans la cuisine, laissant les enfants devant la télévision. Il y avait en effet une tarte aux pommes sur la table, magnifiquement saupoudrée de sucre glace, et elle sentait la cannelle, la vanille et la maison. À côté, il y avait une assiette de biscuits et un vase de fleurs sauvages. Fabienne essayait clairement de créer une atmosphère de chaleur familiale. « Assieds-toi, maman, » dit ma fille en versant du thé dans ma tasse préférée avec des roses dessus. Sucre, lait, comme d'habitude. Nous nous sommes assis à table, l'une en face de l'autre. Fabienne remuait nerveusement son thé avec une cuillère, bien qu'elle n'ait ajouté ni sucre ni lait. « Comment te sens-tu? » demanda-t-elle sans lever les yeux de sa tasse. « Bien, calme. Et toi? » « Pas très bien, pour être honnête. Cette semaine a été difficile. » Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, sirotant notre thé, écoutant les sons provenant du salon où les enfants regardaient un film. Fabienne ne savait manifestement pas comment commencer la conversation, et je ne la pressais pas. Elle devait trouver les mots elle-même pour dire ce qu'elle voulait dire. « Maman, » dit-elle enfin en levant les yeux. « Je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour mon comportement, j'ai eu tort. » Qu'est-ce qui était exactement faux? Fabienne marqua une pause, cherchant les mots justes.
Je n'aurais pas dû exiger ta pension. C'était ton argent, gagné par ton travail acharné, et je n'avais pas le droit de te donner un ultimatum et de menacer de te mettre à la porte de la maison que tu as achetée. Oui, c'était mal. Et aussi, j'ai réalisé que je m'étais trop habituée à ton aide. J'ai cessé d'apprécier ce que tu faisais pour notre famille. Je prenais ton soutien pour acquis. J'ai hoché la tête, attendant qu'elle continue. Cette semaine, j'ai dû gérer les finances toute seule, a poursuivi Fabienne. Et j'ai réalisé que je n'ai aucune idée de comment planifier un budget familial. Je ne savais même pas combien notre vie coûte vraiment, combien nous dépensons chaque mois. Combien ça coûte? Ma fille a sorti un cahier d'écolier du tiroir du bureau, rempli de chiffres et de calculs. Plus que ce que je gagne, a-t-elle admis. 200 ou 300 euros par mois si l'on compte toutes les dépenses, le prêt immobilier, les charges, les courses, les vêtements pour les enfants, les frais de scolarité. Si je devais tout payer moi-même, je ne pourrais tout simplement pas m'en sortir. Et qu'as-tu décidé de faire avec cette information? J'ai déjà fait quelque chose. Fabienne a tourné les pages de son cahier. J'ai vendu le vieux téléviseur du salon et le lecteur DVD, que nous n'utilisions de toute façon plus depuis l'arrivée des services de streaming. J'ai obtenu 400 euros. Ça durera un mois ou deux au maximum. Oui, je sais. J'ai donc aussi annulé mes abonnements à des magazines, que je ne lisais pas vraiment. Et la télévision par câble. C'est 80 euros par mois d'économiser. J'ai aussi fait le tour de la maison et j'ai rassemblé des choses que nous pourrions vendre. Une vieille cafetière, un mixeur que nous n'utilisons pas, une collection de DVD. Et après? Et après? Fabienne a pris une profonde inspiration. Après, je veux trouver un travail à temps partiel le week-end ou le soir, quand les enfants sont à la maison. Peut-être la livraison de nourriture ou le nettoyage de bureau. J'ai vu des annonces. Ils paient plutôt bien. J'ai pris une gorgée de thé en réfléchissant à ce que j'avais entendu. Fabienne avait vraiment changé au cours de la semaine écoulée. L'assurance avec laquelle elle avait exigé ma pension avait disparu. Elle comprenait maintenant la réalité de la situation. Fabienne, tu te rends compte qu'un deuxième travail, c'est très dur, n'est-ce pas? Surtout avec 2 enfants et un travail à plein temps. Je comprends, mais je ne vois pas d'autre solution. Je ne peux plus vivre à tes crochets, en te faisant porter la responsabilité de la famille. Pourquoi pas? Avant, tu pouvais, et ça t'allait bien. Fabienne m'a regardé avec surprise, comme si elle ne comprenait pas pourquoi je posais une telle question. Parce que ce n'est pas bien. Tu avais raison à l'époque. Je suis une femme adulte, mère de 2 enfants. Je dois subvenir moi-même aux besoins de ma famille, pas attendre que quelqu'un d'autre résolve mes problèmes. Et si je te propose de t'aider? Es-tu prête à l'accepter? Quel genre d'aide? J'ai sorti de mon sac à main un morceau de papier sur lequel j'avais noté mes réflexions de la semaine dernière sur la façon dont nous pourrions améliorer notre relation. Je suis prête à rentrer à la maison et à contribuer au budget familial, mais seulement à des conditions complètement différentes d'avant. Fabienne s'est penchée en avant, me regardant avec espoir. Quelles conditions? La première condition. Nous établissons un budget familial détaillé pour chaque mois et nous nous y tenons strictement. Nous planifions toutes les dépenses à l'avance, nous notons chaque dépense et nous analysons les résultats à la fin du mois. D'accord, je suis d'accord. Deuxièmement, nous ouvrons un compte familial joint sur lequel chacune de nous verse un montant strictement défini. Tu verses 1200 euros de ton salaire et je verse 1000 euros de ma pension. Ce compte sert à payer toutes les dépenses communes. Le prêt immobilier, les charges, les courses, les vêtements des enfants, leurs frais de scolarité et leurs frais médicaux. Donc, j'aurai 800 euros par mois pour mes dépenses personnelles. Exactement. Et j'en aurai 400. Chacune de nous peut dépenser cet argent comme elle l'entend. Si tu veux le dépenser en vêtements, vas-y. Si tu veux l'économiser, économise-le. Fabienne a hoché la tête, notant les points principaux dans son carnet. La troisième condition, nous discuterons ensemble de tout achat important de plus de 100 euros et nous prendrons une décision commune. Personne n'a le droit de dépenser des sommes importantes du budget commun sans le consentement de l'autre partie. D'accord. Qu'est-ce qui est considéré comme un achat important? Tout ce qui coûte plus de 100 euros. Les vêtements pour les enfants, les appareils électroménagers, les réparations de voitures, les frais médicaux non couverts par l'assurance. Compris. Quatrièmement, les enfants reçoivent une allocation fixe chaque semaine et apprennent à planifier leurs dépenses personnelles,
pas d'achat spontané sur demande, pas d'allocation supplémentaire entre les dates fixées. Ce sera difficile, a admis Fabienne. Ils ont l'habitude de demander de l'argent quand ils veulent quelque chose et de l'obtenir sans poser de questions. C'est d'autant plus important de leur apprendre à apprécier l'argent et à planifier leurs dépenses. C'est une compétence vitale. Ma fille a étudié mes notes, hochant la tête de temps en temps. Et la 5e condition, la 5e et la plus importante, nous nous respectons en tant que participantes égales au budget familial. Personne ne force personne, n'émet d'ultimatum ou n'exige de compte sur les dépenses personnelles. En cas de désaccord sur les dépenses communes, nous en discutons calmement et nous cherchons un compromis. Fabienne est restée silencieuse pendant quelques minutes, relisant attentivement les notes et réfléchissant à chaque point. Maman, et si je n'y arrive toujours pas? Et si mes 800 € ne suffisent pas pour mes dépenses personnelles? Alors tu devras soit trouver un revenu supplémentaire, soit revoir tes dépenses pour économiser de l'argent. Tu ne peux pas m'aider avec tes 400 € personnels. Non, ai-je dit fermement. 1000 € par mois, c'est le maximum que je puisse contribuer au budget familial. Le reste de mon argent, je le dépense pour moi ou je l'économise pour mon avenir. Je vois, Fabienne a hoché la tête. Et s'il arrive quelque chose de grave aux enfants? Une maladie, un accident, une dépense d'urgence. Alors nous discuterons de la situation séparément et nous prendrons une décision ensemble. Mais les dépenses quotidiennes normales, les vêtements, l'école, les divertissements, les activités extrascolaires font partie du budget familial, rien de plus. D'accord, a dit sa fille après une longue pause. Je suis d'accord sur toutes tes conditions. Tu es sûr? Réfléchis bien. Cela signifie que tu devras vivre selon un plan strict. Pas d'achat impulsif, pas de prêt sur salaire, pas de demande d'aide supplémentaire. Je suis sûre, a répondu fermement Fabienne. Cette semaine, j'ai réalisé que je n'ai aucune idée de comment gérer l'argent. J'ai besoin de règles et de limites claires. Sinon, je recommencerai à dépenser sans compter. J'ai tendu la main à travers la table. Alors, c'est un accord. Partenaire du budget familial. Nous nous sommes serrés la main et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de parler à ma fille d'égal à égal. Pas comme à une enfant qui demande de l'argent pour un autre jouet, mais comme à une adulte prête à assumer l'entière responsabilité de ses décisions et de leurs conséquences. Maman, a dit Fabienne sans lâcher ma main. Je peux te poser une dernière question. Bien sûr. Où étais-tu cette semaine? Les enfants pensaient que tu avais quitté la ville pour rendre visite à des parents éloignés. Chez Humphrey Dubois, de l'autre côté de la rue. Il se sent seul depuis la mort de sa femme et vit tout seul. Je m'y sentais calme et à l'aise. C'est un homme bien. Très bien et sage. Il m'a beaucoup expliqué sur les relations familiales et sur l'importance de ne pas perdre sa dignité. Fabienne a hoché la tête, absorbant chaque mot. Quand rentreras-tu à la maison? Demain matin, si tu es vraiment prête pour les nouvelles règles. Mais d'abord, nous devons établir un budget détaillé pour le mois prochain et aller à la banque pour ouvrir un compte joint. Bien sûr, j'ai déjà commencé à noter toutes nos dépenses, je veux te montrer. Nous sommes retournés dans le salon où les enfants regardaient une vieille comédie sur l'une des chaînes gratuites. Alors, le conseil de famille est terminé, a demandé Denis sans quitter l'écran des yeux. Mamie rentre à la maison demain, a dit Fabienne. Mais nous allons avoir de nouvelles règles sur l'argent et le budget familial. Quelles règles? A demandé Lorraine en se tournant vers nous. Vous aurez une somme fixe d'argent de poche une fois par semaine, ai-je répondu. Et si vous le dépensez avant, vous n'en aurez plus jusqu'à la prochaine fois. Denis a levé les yeux de la télévision et s'est tourné vers moi. Combien d'argent de poche aurons-nous? Nous en discuterons demain lorsque nous établirons le budget familial, mais ce sera certainement moins que ce que vous avez l'habitude d'obtenir sur demande. Le garçon a fait la grimace, mais a haussé les épaules philosophiquement. D'accord, c'est bon. L'essentiel, c'est que l'Internet soit enfin rétabli pour que je puisse faire mes devoirs correctement. On le rétablira dès demain matin, a promis Fabienne. Je me suis levée du canapé et j'ai pris mon sac à main. Je dois y aller maintenant. Je reviendrai demain matin avec mes affaires. Lorraine a sauté et m'a de nouveau serré fort dans ses bras. Mamie, et la tarte? Maman a fait ta tarte aux pommes préférée spécialement pour toi. Je la goûterai demain, c'est promis, ma chérie. Et les biscuits aussi. Fabienne m'a accompagnée jusqu'à la porte et nous nous sommes arrêtés sur le seuil.
Maman, merci, dit-elle doucement pour que les enfants n'entendent pas. Merci de me donner une chance de réparer les choses et de recommencer. Ne me remercie pas encore, ai-je répondu. Voyons comment ça se passe avec les nouvelles règles. C'est peut-être plus difficile qu'il n'y paraît. Ça marchera, a dit ma fille avec une confiance inattendue. Maintenant, c'est sûr que ça marchera.